Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, Yael Braun-Pivet poursuit sa visite à Mayotte. Le collectif des citoyens de Mayotte Loi 1901 exprime ses doutes sur cette visite, suite de notre plongée dans le réseau d'immigration clandestine africain, et ce jusqu'à Mayotte. Et puis nous finirons avec les vœux du maire de Mamoudzou. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, la présidente de l'Assemblée nationale poursuit sa visite. Évidemment, en cette période de crise de l'eau, une bonne partie de son programme hier jeudi était consacrée à cette problématique de l'eau avec une visite de la base de vie de la sécurité civile à Longoni. Ensuite, Yael Braun-Pivet s'est rendue à Mroalé pour assister à une distribution de bouteilles d'eau avant de se rendre à la retenue collinaire de Kombani. Par ailleurs, cela nous permet de vous préciser que si les récentes pluies permettent aux retenues collinaires de se remplir petit à petit, évidemment, il faudra encore des semaines de pluie pour arriver à les remplir. Pour en revenir à la tournée des territoires de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet a pu également aller à la rencontre de la jeunesse mahoraise hier à la MJC de Kaweni avant de rencontrer les parents et les associations d'élèves à Mgombani pour faire un point sur la situation de la scolarité à Mayotte. Elle a expliqué que les parents lui ont parlé, je cite, des problématiques de l'insécurité, des établissements qui ne fonctionnent pas correctement, des classes surchargées, des niveaux scolaires ainsi que de ne pas savoir si leur enfant allait revenir sain et sauf de l'école. Fin de citation. Avant de préciser que ne pouvant faire de rapport, elle allait remonter ses difficultés. Et comme on dit chez nous, Jishtemar, concernant la visite de Yael Braun-Pivet, le collectif des citoyens de Mayotte Loi 1901 exprime ses doutes. Le collectif des citoyens de Mayotte Loi 1901 dit douter sur l'intention de la présidente de l'Assemblée nationale pour imposer le projet de loi Mayotte. En effet, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé à rencontrer les corps intermédiaires ce vendredi 12 janvier au conseil départemental pour échanger à ce sujet. Le collectif des citoyens de Mayotte Loi 1901 s'interroge sur l'opportunité d'une telle démarche qu'il soupçonne être une démarche politicienne visant à impressionner les Mahorais et les Mahoraises pour leur imposer la version 2 du projet de loi Mayotte qui, comme sa première version, n'est ni demandée ni voulue par les Mahorais. Le collectif des citoyens de Mayotte Loi 1901 a rappelé que historiquement, ce projet de loi a été initié par le gouvernement en substitution de la demande des acteurs de la grève de 2018, les élus locaux et les acteurs économiques de transformer leur plateforme de 100 mesures en loi-programme, demande à laquelle l'État préférait son propre projet de feuille de route, pourtant très décrié par les Mahorais. Par conséquent, pour le collectif, ce projet de loi n'est qu'une façon pour l'État de faire d'une pierre deux coups, faire passer ses ambitions de feuille de route, mais sous forme de quelque chose qui demande les Mahorais, à savoir une loi-programme. Et comme hier, je vous propose de poursuivre notre plongée au sein du réseau d'immigration clandestine africain, plus précisément dans l'effrayant business des passeurs. Cette fois-ci, il s'agit de réseaux très structurés avec des unités localisées dans différents pays œuvrant dans plusieurs activités, la contrebande et la prostitution notamment. Selon le témoignage de certains Somaliens, les passeurs choisissent leur cible facile et ont un vécu difficile et ils lui font miroiter l'Eldorado, une porte d'entrée vers l'Union européenne. Le bouche à oreille joue beaucoup dans ces milieux. La traversée des migrants des pays des Grands Lacs se paye 2000 à 2500 €. Le parcours jusqu'à Mtwara en Tanzanie se fait en toute légalité. Selon les nombreux témoignages, le réseau de passeurs est entre les mains de Comoriens, tous les pilotes de bateaux étant Comoriens, même si les Africains ne transitent pas sur les Comores. Un transbordement se fait au large des Comores du Boutre vers un Kwassa pour rejoindre Mayotte. Les forces de l'ordre de l'opération Chikandra ont confirmé cette organisation, un Kwassa mixte africain et comorien étant rare. Et une fois à terre, comment les choses s'organisent-elles ? Eh bien, il faut savoir que selon les témoignages, les Kwassa remplis d'Africains se dirigent de manière volontaire vers les forces de l'ordre pour être interceptés. Tous les migrants brandissent alors leur passeport en demandant le droit d'asile et à leur arrivée à terre, ils sont alors pris en charge par Solidarité Mayotte qui dispose par l'entremise du préfet de 4000 autorisations d'administration postale en plus pour l'année 2024. Les Comoriens, quant à eux, sont souvent condamnés à la clandestinité. Ils peuvent tout au plus obtenir un titre de séjour territorialisé alors que la plupart souhaitent rejoindre la métropole. Là où le migrant africain arrive demandeur d'asile, lorsqu'il n'est pas débouté,
l'Africain demandeur d'asile obtient une carte de séjour de 10 ans et peut se rendre directement en métropole. Ceci peut donc expliquer les conflits entre les deux communautés qui sont alors en compétition. Les députés du droit d'asile, quant à eux, ont une obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence. Sauf que pour le moment, la résidence, ils n'en ont pas. Ils entrent donc dans la catégorie de ceux qui ne sont ni reconductibles, ni régularisables. Aujourd'hui, cette catégorie des Nini devient de plus en plus nombreuse. Elle n'a d'autre choix que la misère et la délinquance. Une situation qui est malheureusement créée par notre système. Des centaines de migrants seraient en attente en Tanzanie et la préfecture de Mayotte aurait pris la tâche des autorités de ce pays. Je vous propose de clôturer cette édition avec les vœux de Monsieur Hamdi Louaïdou Soumaïla. Hier, jeudi 11 janvier 2024, le maire de Mamoudzou a adressé ses vœux à l'occasion de la nouvelle année à la population et à ses invités ainsi qu'à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, présente dans le cadre de sa visite officielle. L'occasion pour lui de revenir sur les événements qui ont marqué l'année 2023, notamment Novembre Vert, la course de pirogue ou encore le festival Sanaa. Hamdi Louaïdou Soumaïla a expliqué que pour 2024, ils ont choisi de placer les mois à venir sous le signe de, je cite, l'engagement citoyen. Il fait appel à une participation active à la vie communale et à l'essor économique et social en promettant des moyens plus réactifs pour améliorer la vie dans les quartiers, renforcer la cohésion sociale et la solidarité des habitants. La nouvelle est tombée hier soir tard, c'est pour ça que Cassandra n'a pas pu aller au dodo à l'heure. En partie. Ben oui, et oui, mais en même temps, voilà, hein, quand on est passionné d'actu, d'infos et qu'on veut savoir ce qui va se passer à Mayotte, la nomination d'un gouvernement, c'est particulièrement important. Bon, ben on fait du neuf avec du vieux, hein, quand même. On peut pas dire que les poids lourds du gouvernement ont changé. Le maire ne change pas, Darmanin ne change pas, Béchu ne change pas. Arrivée de Stéphane Séjourné, quand même au Quai d'Orsay. Ouais, donc il est jeune, il n'est pas du tout issu de ce monde diplomatico, etc. C'est peut-être une chance pour nous. Je vous laisse commenter. Parce que moi, je pense de tout ça à nos laissez-passer consulaires et à la relation France-Comore. Hein. Stéphane Séjourné, il est connu puisque c'est le secrétaire général du parti Renaissance. Et le mari de Gabriel Attal. Ça, c'est autre chose. Oui, mais il faut le dire. C'est sa vie privée. Ça a quand même des conséquences dans un gouvernement. Hein. Et juger la partie politique. Donc, c'est le secrétaire général de Renaissance. On le connaît à Mayotte puisqu'il est venu l'année dernière. Il avait installé la présidente locale, Anima Ibrahima, et il avait annoncé d'ailleurs sur le plateau de Kwesi que la levée en fait du blocage sur les fonds européens. C'est vrai, vous avez raison. C'est un spécialiste des questions européennes et des relations en tout cas avec l'Europe, et il y en a besoin sur le sujet de l'Ukraine. C'est quelqu'un qui a vécu dans les pays hispanophones, en Amérique latine, au Mexique, et on a besoin de ces relations-là. Moi, le Mexique ne va pas nous aider beaucoup. Moi, je m'interroge. Pardon ? Nous, on a besoin de ces relations. Pardon, on a besoin en fait de ces questions diplomatiques en fait pour pouvoir avancer. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. On verra. On va suivre de très près, mais c'est une chance en fait pour Mayotte parce qu'il est très proche en tout cas de Mayotte et aux partis politiques locaux, notamment de la majorité présidentielle, de pouvoir lui souffler et expliquer en fait l'enjeu du Quai d'Orsay dans la poursuite en fait des questions migratoires. Donc ça va être une oreille attentive en fait pour Mayotte. Donc il faut le voir en fait de ce prisme-là. Faut voir, moi je dis, parce que vous savez, hein, avec l'histoire récente a démontré qu'en fait, malheureusement, une certaine gauche reste absolument imperméable à quoi que ce soit en fait de nouveau. Donc, il va falloir percer le Quai d'Orsay, oui. Donc lorsque vous dites que ça va être, qu'il ait une oreille attentive, on espère surtout qu'il entende en fait raison par rapport à la problématique de Mayotte, par rapport à la reconnaissance en réalité de Mayotte française, et non pas qu'il vienne déjà avec des a priori, des préjugés, ou alors, si ce n'est une position déjà toute faite sur l'appartenance de Mayotte à une pseudo-archipel, etc., des Comores. Donc, en tout cas, quand il est venu ici, moi je me souviens très bien l'avoir... déjà, j'étais à la conférence de presse qui avait eu lieu au Mermoz. Exact. Et il est venu ici et j'ai fait l'interview. Honnêtement, hein, mon sentiment, c'est quelqu'un de très sympa.
C'est quelqu'un d'abordable, on peut facilement échanger avec lui, il n'y a pas de Et il est distance. à l'écoute. Voilà, donc c'est déjà un bon point de départ. Après, second message politique, qui peut peut-être aussi intéresser nos candidats, et je pense, j'ai une pensée pour Hélène Polosek et pour Daniel Zeidani, ça veut dire qu'il ne tirera pas la liste Renaissance, comme c'était prévu, puisque faute de notoriété, il ne tirera pas la liste pour les européennes aux élections C'est ça. européenne du mois de juin, puisqu'on disait que le président de la République hésitait à l'investir parce qu'il n'était pas assez connu. Le fait qu'il ait un gros portefeuille comme celui-là règle forcément la question de sa chefferie entre guillemets de liste. C'est ça, effectivement. Voilà, ça c'était l'autre. On verra bien en tout cas. Alors pour l'instant, on n'a pas de ministre délégué à l'outre-mer. Cassandra disait tout à l'heure, avant le début de l'émission, qu'on allait connaître la liste des ministres délégués dans les prochains jours. Bon, Sachant que ce n'est pas une obligation non plus. sachant que c'est pas une obligation, donc aura-t-on un ministre délégué ou n'en aura-t-on pas? Moi, j'ai tendance à penser, au regard du volume de travail qu'il y a à faire, et j'ai un œil sur les Jeux Olympiques, ça va générer un surcroît de travail pour Darmanin non négligeable, qu'on a besoin d'avoir un ministre délégué. Effectivement. Vu sous ce prisme-là, il y aurait peut-être effectivement besoin d'une personne à qui M. Darmanin pourra déléguer un certain nombre de missions à réaliser. Comment pourrait-il s'occuper de la sécurité des JO, de la question de la sécurité en France et dans les Outre-mer, de gérer le texte de loi Mayotte, plus les questions qui sont autant importantes pour les autres départements d'Outre-mer que nos sujets à nous, sans un ministre délégué? J'ai quand même du mal à... J'espère quelque part pour nous tous, département d'Outre-mer, qu'on aura un ou une ministre déléguée. Oui, tout à fait, puisque parce qu'on l'a vu effectivement avec Wambushu à l'époque, lorsqu'il a fallu rapidement. C'était une tempête qui avait éclaté. Je sais plus ce que c'était là, qui avait éclaté au nord-ouest de la France, ou dans le Pas-de-Calais. Vous savez, là-bas où il fait froid, où il y a du vent. Justement. Et vous voyez, il avait dû en fait rapidement s'y rendre. Et puis bon, lorsqu'il y a eu. Alors c'était pas celle-là, c'était la tempête. Elle était en Bretagne. Oui, c'est ça. En Bretagne, il avait annulé son déplacement. Oui, mais c'est pas le nord, excusez-moi. Oui, pardon. Mais vous m'avez pas laissé terminer. J'ai dit le nord-ouest. En tout cas, le futur ou la future ministre déléguée des Outre-mer, et il faut qu'on en ait un, il faut qu'il ait... la personne doit avoir la même énergie, le même bagou que Philippe Vigier, en espérant peut-être que ça soit lui, même s'il a évoqué le fait qu'il ne souhaitait pas... Il voulait la cohésion des territoires, il a dit. Qu'il ne souhaitait pas rempiler sur ce portefeuille, qu'il ait cette même énergie, parce que les Mahorais en ont besoin. C'est ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.